Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui malheureusement un jour ou l'autre va nous concerner de près ou de loin, enfin généralement de très près d'ailleurs. C'est le deuil, hein, le deuil. Demain, c'est la Toussaint. Donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui un livre qui est pour moi exceptionnel, qui s'appelle Le chemin du deuil. Hein, comme vous voyez, je l'ai lu vraiment du début jusqu'à la fin. Alors, pourquoi ce livre m'a vraiment plu? Parce que il y a quelques années, quand j'ai perdu mon père et ma mère, à quelques mois d'écart, je me suis penchée évidemment vers des livres pas pour comprendre, mais pour m'aider, parce que quand on est dans une période de deuil, on est un peu perdu. Et alors, ce que j'avais trouvé, bon, bah, de tous ces livres que j'avais lus, c'était que bah oui, c'était bien, mais c'était très théorique, hein, très théorique. Alors, qu'est-ce que j'en avais appris? Eh ben, pas grand-chose à part les livres d'Elisabeth Kubler-Ross. J'avais compris que bon, bah, ma colère était partagée par tous ceux qui vivaient un deuil, tout simplement. Alors, aujourd'hui, pourquoi je vous présente ce livre? Je viens de le dire parce qu'il est exceptionnel. Et surtout pour moi, ce qui m'aurait vraiment beaucoup aidé il y a des années quand j'ai perdu mes parents, et qui va aider aussi une personne très près de ma famille qui vient de perdre son mari, c'est que c'est un livre on sent que c'est vécu. Voilà. Moi, dans les pages, je lisais les pages et j'avais vraiment le sentiment de me retrouver quelques années en arrière. Et voilà, c'était moi. Donc ce livre s'adresse vraiment à toutes les personnes qui sont dans un travail de deuil. On va parler du travail de deuil. Et j'ai la chance d'avoir avec moi, toujours grâce aux merveilles de la technique et de Zoom, l'auteur de ce livre, Le chemin du deuil, donc Pascal Morelli. Bonjour Pascal. Bonjour, Sylviane, bonjour. Alors, donc, c'est un sujet bon, d'actualité puisque demain, c'est la Toussaint. Et donc, quand vous dites à un moment donné, enfin, dans votre introduction, vous dites, donc on perd quelqu'un, il faut alors résister et décider d'exister, et vous ajoutez, c'est donc un chemin chaotique qui s'ouvre devant la personne en deuil. Alors, j'aimerais que vous nous disiez, que vous nous expliquiez comment, quand on a ce deuil qui nous tombe dessus, on est généralement ou sidéré, même si on est préparé parce qu'il y a eu une maladie, ou pire encore quand on n'y est pas préparé, ça nous tombe dessus. Comment on peut euh, réussir à survivre? Mm. Et tout d'abord, il faut considérer que le moment de l'annonce, le moment traumatique et traumatisant où on apprend le décès, où le décès survient, euh, ça n'est pas quelque chose qui est figé. C'est-à-dire que nous, notre histoire va continuer et que rien que le fait de savoir qu'on est devant un parcours, ça peut aider déjà. C'est-à-dire, on n'est pas définitivement figé dans cet instant-là, même si c'est un instant traumatique. Comme vous dites, il peut y avoir de la sidération. Euh, Effectivement, il y en a très, très souvent, mais c'est pas un moment figé. Donc, on va devoir faire un parcours et déjà, ça, c'est une première étape de se dire qu'on va passer par des phases, que voilà, ça va être difficile pendant un certain temps. Et parfois, c'est difficile toute la vie. De toute façon, quand on perd quelqu'un de très, très, très proche, on y pense des fois presque tous les jours. Bien sûr, Donc, oui. c'est quelque chose, c'est un bagage qu'on emmène avec soi. Il va bien falloir essayer de faire quelque chose de ce bagage. Il va falloir l'ouvrir ce gros bagage qu'on va emmener avec soi et trouver, je dirais pas une utilité, mais trouver une richesse à l'intérieur et quelque chose qui va nous permettre aussi de maintenir le lien qui a existé et qui ne s'évapore pas avec le décès de la personne chère. Ce lien, il continue d'exister. Et c'est ça, comment on va le faire exister, de quelle façon, avec des souvenirs, avec une certaine tendresse a posteriori, vous voyez, la tristesse peut être transformée et la mélancolie peuvent être transformées en une sorte de tendresse, voilà, un attachement plus doux que la douleur initiale très très violente. Alors, oui, ça, oui, c'est après un certain temps, je dirais. Moi, ce que vous venez de dire, c'est après un certain temps. Mais déjà, quand ça nous tombe dessus, déjà, c'est vrai que il y a un moment donné, vous dites, vous donnez beaucoup d'exemples hein, dans votre livre de vécu, donc de vos clients, puisque vous êtes psychologue. Mais c'est que on a vraiment l'impression. Enfin, moi, j'ai eu le sentiment quand ma mère est décédée, je la croyais immortelle.
Il y a ça aussi, ce qui nous arrive, on a vraiment, quand ce sont nos parents, bon, alors on ne parle pas des enfants, c'est encore un autre cas, mais je veux dire, quand moi je la croyais immortelle, je vous assure, ça m'a. Alors c'est ridicule, mais là, vous expliquez bien dans votre livre, ça nous tombe dessus, survivre et après vivre, hein, c'est le sous-titre de votre livre. C'est pas, on va en faire quelque chose, mais les premiers temps, les premiers mois, c'est difficile. Comment on fait? Il faut s'accrocher à la réalité, au réel, au quotidien. Euh, Penser que ne pas ressentir de sentiment de culpabilité si on continue de s'aimer soi-même, de prendre soin de soi. Il ne faut pas abandonner le château qui est notre propre personne. Il faut continuer d'en prendre soin. Le corps, les activités, un minimum, vous voyez. Même si on a l'impression comment dire, de tomber dans une sorte de ravin sur quand même ce que vous venez de dire très, très joliment sur le sentiment d'immortalité, notamment des parents. En fait, c'est tout à fait normal. Bien sûr que nos parents sont immortels, ou du moins on le croit. Et ça fait partie de la structure du lien que nous avons avec eux. Et d'ailleurs, c'est au tout début cette phrase de Simone de Beauvoir qui dit Ma mère avait toujours existé, donc pour moi, il était évident qu'elle existerait toujours. Et que le fait de la perdre, c'est comme de recevoir un mur en pleine figure et de s'apercevoir d'une réalité qui ne correspond pas du tout à notre agencement psychique. Pas du tout. C'est pas du tout comme ça dans notre tête. Alors quand la réalité entre en collision avec ce que nous avons à l'intérieur, forcément, ça peut pas être harmonieux. Mais ne pas se laisser complètement perdre dans le deuil, c'est effectivement maintenir tout d'abord un lien avec la réalité, se donner un peu le temps aussi, hein. Plus la personne est proche, plus le lien était fort, plus ça va prendre du temps. Vous avez parlé du temps très pertinemment. Ça va prendre du temps, déjà. Ça, c'est sûr, c'est Oui, c'est certain. sûr, c'est Mm. sûr. Il faut du Donc, temps. bon, il faut partir déjà avec cette idée-là. Et puis aussi vivre, et en même temps vivre au jour le jour, vous voyez. Prendre les journées une par une et, et rester bien ancré dans le réel, ça c'est important. Même si on va rendre des hommages, regarder les objets du défunt, des tas de choses. Et puis aussi une autre chose, c'est vraiment éviter de ruminer sur le lien, de trop ruminer, parce que souvent, vous savez, aucun lien n'est parfait, aucune relation, Oui, aucun rapport précisément, oui, oui, relationnel à oui. l'autre n'est parfait. Donc, euh, éviter les sentiments de culpabilité. Dans un moment, j'écris, il faut vraiment se libérer des sentiments se libérer de ses fautes, surtout de celles qu'on n'a pas commises. Mais Euh, surtout celle-là, on aurait dû, j'aurais pu, si voilà. j'avais été là. Moi, j'entends ma fille qui dit, ah, si j'avais été là, peut-être que. Non, non, on a beau dire, mais il y a ce mur, la culpabilité. Moi, j'ai le sentiment vraiment, pour l'avoir vécu et le voir à travers des amis ou bon, à travers des proches, c'est que la culpabilité des choses qu'on aurait pu, qu'on aurait dû, peut-être qu'il serait encore vivant ou elle serait encore vivante si. C'est épouvantable. Alors, c'est facile de dire, il faut se libérer de la culpabilité, mais c'est pas facile, hein. Non, mais par contre, d'abord, j'aurais dû, si j'avais été là, bien, à cela, il faut répondre, bien, vous avez été là. À d'autres moments, peut-être pas au moment T, mais vous avez été là. Euh, donc, déjà, voilà, récuser un petit peu cet argument de notre inconscient qui fait qu'on se sent coupable. Et puis aussi, il y a un petit mécanisme dans le deuil, enfin, dans le sentiment de culpabilité qui survient je dirais à 95% au moins dans les cas de deuil et de perte d'un être cher, c'est que en fait, ce sentiment de culpabilité qui survient très très vite, c'est une façon inconsciente aussi de maintenir le lien. Ah C'est-à-dire oui, que si on se sent coupable, ce qui est évidemment inopportun, mais ça arrive à tout le monde, eh bien, ça maintient l'accroche. C'est une forme d'accroche, si vous voulez, de lien avec oui, celui qui est parti. Et j'allais dire, c'est mieux que rien. oui, Bon. Mm. oui. Ça, c'est totalement inconscient, mais en fin de compte, on maintient la corde Il est reste tendue. encore là, quoi, ou elle est encore là, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et peut-être qu'elle m'en veut, ou il ou elle m'en veut. Vous voyez, tout ça, ça veut dire qu'il y a encore cette corde qui est tendue entre nous et l'autre,
et que ça a peut-être son utilité, ce sentiment de culpabilité, tant qu'il ne devient pas gigantesque, tant que c'est Oui, pas un oui. mastodonte qui occupe toutes nos journées. Au début, c'est normal, mais euh, quelle culpabilité, quoi. Et je veux dire, là, il y a la vie. La vie est plus forte que notre culpabilité, que notre sentiment de culpabilité. Oui, mais c'est pas aisé, je veux dire, parce que il y a des moments aussi où, bon, alors le soir, hein, le soir, c'est vrai que personnellement et autour de moi, je vois que le soir, c'est un moment où bah, il y a du vague à l'âme, il y a de la nostalgie, du spleen, et on se rappelle, et puis ah là là, et puis ceci, puis cela. Mais parce que pendant la journée, moi, j'avais trouvé un truc, et je l'ai vu et je l'ai donné fréquemment, c'est s'occuper. Plus on s'occupe, parce que on n'est pas plus dans l'être, on est vraiment dans le faire. Parce que c'est vraiment important d'être souvent dans l'être, mais là, on est dans le faire. Plus on en fait, plus on en fait, plus on en fait. Alors, vous avez une expression que j'ai adorée, arrêtez de penser PEN pour penser PAN, s'il plaît. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien dit. Arrêtez de penser, parce que là-haut, je dis toujours, moi je l'appelle Pépère. Pépère, là, il est là où il est, ça, vas-y, ça y va, et puis ceci, hein. Il faut penser. Alors, s'occuper, hein, s'occuper. Et alors, là, comment on peut, là, c'est pour ça que je suis contente de parler avec vous. Vous l'expliquez très très bien dans le livre, mais bon, les personnes aiment bien entendre l'auteur, hein, ça c'est sûr. Mais comment, quand on est en plein tsunami, parce que bon, on est en plein tsunami, comment peut-on imaginer qu'on va trouver, comment dire, que que vous appelez ça comment dire, c'est une épreuve initiatique. Comment c'est possible quand on est dans l'œil du tsunami, enfin dans l'œil ou de l'œil du cyclone, de se dire, bon, on va tirer quelque chose de positif de ça? De toute façon, toutes nos expériences nous enrichissent, hein, déjà, quelles qu'elles soient. Les expériences positives et les expériences négatives, elles nous construisent. Mhm. La construction, c'est pas une destruction. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on peut ne pas être détruit. Alors, il y a des blessures, évidemment, mais voilà, on va s'en servir pour construire. Au début, comment se dire qu'on va en faire quelque chose de positif? Déjà, penser qu'on va en faire quelque chose. Oui, Bon, déjà, première déjà. étape, hein. Hmm. Parce que parler de positif pour le deuil, c'est un peu, ça peut choquer aussi même, hein, vous Oui, voyez, de dire qu'il va en sortir quelque chose de positif. L'aspect positif, c'est que ça va nous rendre probablement plus forts, oui, plus résistants, plus, voilà. Et puis aussi, le deuil, ça va nous apprendre à nous connaître. C'est-à-dire qu'on va découvrir qu'on a des ressources c'est ça, qu'on oui. ne connaît absolument pas en soi. Et on va découvrir qu'on peut survivre à un tel choc, ce Oui, qu'on n'aurait jamais pensé oui, auparavant. oui, vous avez Jamais, raison. jamais. Souvent, si par exemple on anticipe lorsqu'une personne est malade ou parce que l'âge arrive et qu'on se dit, ah moi si mon père ou si mon père meurt ou si ma mère meurt, moi je ne sais pas comment je pourrais vivre. Ça c'est clair. Là, je vois déjà d'avance que ça va être compliqué. Et puis en fait, c'est compliqué, oui, mais on vit. Ah tiens, ah bah tiens, on peut vivre sans. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit aussi on prend conscience du fait qu'on est une identité, qu'on est un tout et que ça tient debout, que ça Oui, c'est cohérent. Il y a un sens à notre personne et que nous avons notre identité, que nous pouvons être autonomes, c'est-à-dire exister parce que c'est nous. Et même parfois indépendant, pas toujours, mais indépendant. Et qu'en tout cas, euh, le lien n'est pas cassé complètement et que ce qui a disparu, la présence physique et la possibilité d'interagir, enfin, c'est une partie du tout. C'est une partie. Ça n'est pas le tout. Donc, il va falloir s'appuyer sur le reste. alors, oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi ce sentiment que si enfin, on va parler du travail du deuil, parce que le mot, le travail du deuil, c'est encore autre chose. Mais je veux dire, on a vraiment aussi le sentiment que si on se guérit, entre guillemets, pardon, on devient, on pleure moins, ou enfin, on est moins impacté, entre guillemets, par le deuil.
on les oublie. Mais non, on a souvent, on dit, ah oui, mais c'est ça. Tant que je pleure, tant que je vais au cimetière. Moi, je me rappelle, j'allais au cimetière tous les jours. J'étais en psychanalyse. Ma psychanalyste m'a dit, mais non, mais non, mais non. Et je me disais, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas que j'ai besoin. Alors, c'est un besoin aussi. Mais puis petit à petit, bon, c'est le temps. C'est vrai que c'est le temps. Mais le fait de ne pas de s'éloigner, mais le temps qui passe, et puis on continue. Il y a la période de survie, et puis on commence à vivre. On a vraiment le sentiment que on est en train dans le fond, on n'est pas chouette avec eux. On est en train de les oublier. On est en train de les. Vous voyez, c'est cette notion d'oubli, d'oublier ceux qui sont partis. Non, bah ça c'est une, comment dire, c'est une erreur de vision, Oui, effectivement, car on n'oublie pas du tout, du tout, du tout. Le fait de vivre, ça ne veut pas dire qu'on oublie, de vivre soi-même, hein, d'accord? Euh, et le lien est maintenu, simplement, ce lien, il va être différent. En fin de compte, quand la personne n'est plus là, on est bien obligé d'accepter le fait que le lien n'est plus le même, n'est plus exactement le même. oui. Voilà. Et c'est un petit peu dur à avaler, effectivement. Mais bon, c'est une réalité. Et puis, comme vous dites, j'ai l'impression, souvent quand la personne très proche décède, on se sent comme une espèce de, entre guillemets, devoir de tristesse à un Oui, tout moment à fait, donné. oui. C'est-à-dire que si j'arrête d'être triste, hein, c'est que je suis une mauvaise personne, c'est que je l'ai oublié, comme vous dites. Non, 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 non. On est triste à certains moments et puis à d'autres pas. Souvent, la tristesse est déclenchée, surtout au bout d'un certain temps, par des petites choses, des petits détails. Une musique, un objet, une Oui, photo, une parole d'autrui, quelque chose qui évoque tout de suite et qui va tout de suite pointer là où ça fait mal. C'est la preuve. C'est la preuve que si entre-temps on a vécu l'air de rien, eh bien c'est la preuve que ça n'a pas été oublié. Parce que ça ben oui. ressurgit à l'improviste, comme si on plantait une aiguille à un endroit bien précis, le bon endroit, qui fait ressurgir intact toutes les émotions. C'est la preuve que ça n'a pas été oublié, ça n'est jamais oublié. Oui, bien sûr. Alors, je voudrais qu'on parle du travail du deuil, parce que moi, c'est un terme qui me hérisse un peu le poil, hein, je dois dire, parce que, voilà, ça rebondit sur ce que vous venez de dire. Il y a des personnes qui me disaient, ah bon, mais j'ai eu une amie qui m'a dit, bon, enfin, attends, ils sont morts depuis un an, quand même, t'es pas encore en deuil, et il y a le travail du deuil. Ouais, mais alors, le travail du deuil, c'est pour A, il n'est pas pareil que pour B, et ça veut dire quoi, le travail du deuil? Alors, le travail du deuil, en tant que psychanalyste, je pourrais vous dire que ça veut dire que à l'intérieur, ça travaille. C'est-à-dire, il y a Mhm, quelque chose qui travaille, mhm. comme quelque chose qui mijote à l'intérieur de nous, à notre insu. Par contre, l'idée du travail du deuil, comme souvent on l'entend, effectivement, je l'écris également dans le livre, c'est quelque chose qui également me parle pas du tout. Euh, Parce que le mot travail, ça veut dire qu'il faudrait s'appliquer, ça Oui, c'est implique un ça, oui. certain nombre de concepts Oui. annexes Mm, mm. qui ne sont pas du tout dans le deuil, en fin de compte. Il n'y a pas à s'appliquer, il n'y a pas à se dire, oh là là, je vais faire ci, enfin, ça va se passer comme ci, comme ça. Non, 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 pas du tout. Donc, c'est à notre insu. Si on l'entend dans ce sens-là, ça travaille à l'intérieur. Alors là, Oui, oui, parce que voilà, il y a des choses qui surviennent à notre insu et tant mieux, et tant mieux, parce que ça veut dire que tout ça, ça avance, oui, même si on a du mal, nous, consciemment, vous voyez, au niveau oui, conscient, oui, en fin de oui, compte, tout ça, ça avance à l'intérieur, ça fait son chemin, ça fait son chemin. Euh, Sinon, c'est pareil, les phases, oui, d'accord, bien sûr, c'est vrai, mais les phases, elles s'alternent, elles reviennent, c'est la ça, oui, tout à fait, oui. colère, Mm. bon, le désespoir, le doute, l'incrédulité au départ. La plupart des gens qui perdent une personne proche, même s'ils savaient qu'il était très malade et que c'était vraiment une personne en phase terminale, le lendemain matin, ils se disent, c'est pas possible. Oui, c'est tout à fait, c'est vrai, tout à fait. Bon, c'est pas possible. C'est le Oui, premier mot qu'on entend. oui, 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 Et même en cabinet. Vous voyez, quand les personnes commencent à dire, c'est pas, surtout si les personnes arrivent tout de suite, très vite après l'événement tragique, la première chose qu'on entend, c'est pas possible, j'y crois pas, c'est pas possible. J'ai l'impression d'être propulsée dans un monde qui n'est pas celui que je connais. Je regarde autour de moi, tout est différent, chaque objet me semble étranger. Et c'est pas possible. Donc,
souvent, il y a une forme de déni comme ça qui est un peu fonctionnel, qui est normal, qui aide à passer le cap des premières heures, en fin de compte. Et puis, il y a d'autres phases, mais les phases s'alternent, reviennent en boucle. Et puis, au fur et à mesure, cette activité de notre esprit un peu sinusoïdale, comme ça, va en s'estompant et on arrive à cette stabilité qui n'est pas exempte de nostalgie ou de douleur, mais la douleur n'est plus un pic. Voilà, c'est ça. Le temps, hein, c'est vraiment le temps qui est notre meilleur allié. Il faut du temps. Il faut donner du temps au temps, comme on dit, hein. Ça, il n'y a pas Ouais. de doute, hein. Mm, mm. Et souvent, oui, bien sûr qu'il faut donner du temps au temps. Souvent, euh, il y a des dates aussi, des dates anniversaires qui peuvent déclencher des mécanismes psychiques Oui, particuliers, tout à fait, salvateurs. oui. Par Mm. exemple, pourquoi est-ce que dans notre culture, les femmes ou les hommes, je ne sais pas, gardaient le deuil, les femmes en particulier, gardaient le deuil pendant un an? Pourquoi un Oui, an? Parce que ça donne une symbolique, hein, si vous voulez, à tout ce processus. Et effectivement, il y a un certain nombre de gens qui, au bout d'un an, mais à la date pile, hein, pile poil, disent, ah, bon, aujourd'hui, j'ai l'impression de passer un cap et ça va un peu mieux. oui, oui. Je vais Oui, pouvoir oui, avancer. c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai, parce que on se dit, enfin personnellement, hein, je me dis, ah oui, il y a un an, il y a un an, on faisait ça. Avant d'arriver au un an, hein, ah il y a 2 mois, on faisait ci, ah bah il y a l'année dernière, à cet anniversaire, on faisait. Mais le cap d'un an, c'est vrai que c'est ce que je dis, voilà, c'est ce que je dis toujours, c'est très important. Alors, Oui. il y a un sujet qui est souvent douloureux, c'est les affaires du défunt ou de la défunte. Qu'est-ce qu'on en fait? Et bon, c'est vrai que là, c'est un moment extrêmement pénible et moi, je ne sais pas quoi dire. Bon, là, personnellement, à la personne qui vient de perdre son mari, dans ma famille, on les donne pas, on les garde. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, tout d'abord, les objets du défunt, ce n'est pas le défunt, Mais bah oui, c'est vrai, oui. déjà. Oui, Donc, donc, à partir de cette constatation, euh, oui, on s- et c'est évident, mais euh, c'est vrai que c'est euh, évident, mais c'est ouais. pas évident pour nous, quoi. Non. Alors, souvent, on les laisse un peu comme ça de côté, on laisse décanter, comme on dit. On Mhm. laisse décanter, on laisse un peu, on n'est pas obligé d'y toucher tout de suite. Euh, mais au bout d'un moment, ces objets, les vêtements notamment, tout ça, ça devient anachronique, voyez? On n'est pas, c'est pas avec l'esprit de la relique qu'on va avancer. Qu'est-ce qu'on va en faire? Au bout d'un moment, en fin de compte, on s'aperçoit on ne va rien en faire. On ne va rien en faire. Donc, les donner, ça peut aider, les donner à des associations caritatives, par exemple. Ça peut aider aussi à leur trouver une utilité, à atténuer le sentiment de culpabilité qu'on éprouve en se détachant de ses vêtements, par exemple. Et puis, ça peut donner un sens qui est assez noble, et aussi montrer que euh, en faisant ça, on crée une transmission. Il y a quelque chose qui se transmet. Donc, l'être qui n'est plus, il arrive encore après son décès à transmettre quelque chose. Il y a un fil d'Ariane qui se crée entre lui ou elle et d'autres personnes auxquelles il donne ses vêtements. Euh, et tout ça, ça crée une belle cohérence en fin de compte par rapport au monde où on vit, qui est souvent un peu cruel. Il y a une idée de transmission, on transmet. Voilà, ces vêtements, ils vont passer à quelqu'un d'autre et cette personne va aller vivre, va en faire autre chose. Il y a une descendance. Oui, quelque part, oui, il y a une descendance. Il y a une descendance. Oui, Et voilà. Et si on veut garder des objets, ben, souvent d'abord plutôt des objets plutôt que des vêtements déjà. Et si vraiment on a envie de garder des vêtements, moi je conseille de garder des accessoires, c'est-à-dire une écharpe, un chapeau, des gants, quelque chose qu'on peut même éventuellement porter, pourquoi pas. Euh, mais c'est à la personne qu'on est attaché, c'est pas à ses objets, vous voyez. Par contre, il faut dire une chose quand même, c'est particulièrement difficile pour les personnes qui perdent un enfant oui, jeune notamment.
Là, c'est un petit peu différent. Souvent, la chambre reste telle quelle, des fois pendant des années. oui, Parce qu'on a, ça aussi, ça veut dire s'accrocher à la personne physique du défunt. oui, Que tant que sa chambre est intacte, tant qu'il y a ses objets, c'est comme s'il était là, c'est comme s'il allait revenir demain matin. Et voyez, et bon, et bien là, ma foi, faut pas faire de sa maison un mausolée, hein, bien sûr, mais euh, je pense qu'il ne faut pas imposer à celui qui a perdu un enfant, par exemple, de tout chambouler du jour au lendemain parce que, voilà. Mais non, refaire les peintures, ça ne va pas refaire oui, euh, non, ouais, tout notre à fait, humeur à oui, tout à fait, l'intérieur. oui, oui, tout à Mais fait. hmm, Alors, quand on perd quelqu'un, évidemment, c'est ce problème d'attachement. Et alors, vous en parlez parce que c'est quelque chose qui est curieux, qui peut nous paraître curieux aux personnes qui sont pas enfin, pas au psy. C'est que on est quand même attaché, malgré des gens qui ont été toxiques avec nous, des gens enfin, je parle pas personnellement, des gens qui vous ont battu, qui vous ont maltraité. On est quand même attaché à eux et comment arriver à se détacher? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le mécanisme? Enfin, vous l'expliquez dans votre livre, mais quel est le mécanisme qui se passe quand on continue quand même à avoir un lien avec quelqu'un qui a vraiment été ou toxique, ou les pervers narcissiques, ou les gens qui ont carrément maltraité, l'inceste, les viols et tout ça. Comment c'est possible? alors, c'est possible parce que la personne qui a eu un comportement toxique a eu d'abord en général également des moments où il ou elle faisait croire au bonheur possible. Il y a eu beaucoup d'espoir d'investi, hein, notamment chez les jeunes enfants envers le parent maltraitant, par exemple. Il y a beaucoup d'espoir que ça change, mais également dans les personnes adultes, hein, les femmes qui, par exemple, vivent avec un pervers narcissique, elles investissent énormément d'espoir dans cette relation d'espoir que ça change, d'espoir de Oui, le c'est ça, oui. changer, lui, etc. Bon. Donc, le lien, l'attachement, l'accroche est très très forte parce que celui qui est de l'autre côté a su créer plus ou moins volontairement une dépendance affective. Et puis aussi, il y a le lien, comment dire, objectif, c'est-à-dire un enfant aime toujours son père et sa Oui, mère, sauf cas assez rare, en fin de compte, puisque déjà le fait qu'il y ait ce lien concret est un critère d'attachement. Mais l'attachement peut être ambivalent, peut être également avec des revers de médaille, hein, quand même, oui, pas tout rose. Mais, et lorsque la personne disparaît, euh, d'abord il y a une nostalgie, on se dit, ah oui, si ça avait été différent, peut-être qu'il aurait pu, peut-être qu'il aurait su, il ou elle. Et on réécrit un peu l'histoire, oui, c'est ça, oui. on On a envie que réécrit ça l'histoire, oui. aille bien quand Oui, même. oui, On a oui, envie quand même qu'il y ait le happy end, vous voyez, oui, et que, au oui, fin de compte, alors des fois on pardonne aussi. Des fois, il y a le pardon qui mm, survient. C'est-à-dire, mais le pardon, oui, bah, ça peut être très utile parce que ça permet de classer le dossier. oui, De se c'est dire, bon, ça. j'ai pardonné, allez hop, hein, On ferme terminé. le dossier, quoi. Voilà, exactement. Ce qui est pas mal non plus. Ou alors, une autre forme de détachement très utile, c'est te dire non, cette histoire-là, ces conflits, ces maltraitances, ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon problème, c'est lui ou Oui, elle. C'est lui. Ça, c'est pas mon histoire, c'est pas moi. Moi, je l'ai subi, mais c'est pas moi, ça. C'est pas ce qui me définit. D'accord? tout à fait, Donc, oui, tout à fait. donc, c'est une façon de s'en détacher et de se dire, bon, bah, tant pis. Si il ou elle n'a pas su, eh ben, tant pis. Voilà. Moi, je vais savoir. Moi, je vais faire autrement avec les gens qui me sont proches. Vous voyez, c'est le fait de comprendre que on n'est pas forcé de rester collé à cette maltraitance et que quand elle disparaît, pour une raison ou une autre, eh bien, euh, eh bien tant mieux. Tant mieux, oui, tant mieux. Ouais, Mais, tant mais, mieux. mais- mais c'est vrai que moi je dis toujours, parce que c'est ce qu'on entend quand même, hein. Je l'ai entendu de feu mon père d'ailleurs, qui quelques mois avant le décès de ma mère voulait divorcer et qui à la porte du cimetière me dit, ta mère c'était une sainte. Franchement, ça me fait rire aujourd'hui. Mais bon, alors évidemment, je dis, la mort crée souvent des saints. On met tout de suite l'auréole. Le fait d'être mort, tout de suite, Ça on rend a le meilleur. sentiment, on ne voit plus que le positif, comme vous dites dans le maltraitant. Oui, mais il y avait quand même des bons moments, ceci, cela. On crée des saints. Un mort, en quelques secondes, devient un saint.
Mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, tout à fait. Alors, sans aller jusqu'à devenir un saint, en tout cas, il subit une notable amélioration à partir du moment où il passe la porte du cimetière. Ça arrive parce qu'on a besoin de donner du sens à ça, à cette vie, à Oui, la vie qu'on a vécue avec lui ou elle auparavant. Alors, pour que ça ait un minimum de sens, il faut essayer de réhabiliter un petit peu quand même. Et puis, on se sent coupable si on de jeter la pierre à une personne défunte aussi, hein. oui, c'est ça, oui. Il y On a dit ça pas de aussi. mal des morts, hein, on entend ça Voilà, ne fréquemment. tirez C'est pas pas de sur mal le des morts. pianiste, comme on dit. Oui, Mais bon, euh, chacun, là, il y a vraiment des réactions très, très différentes, en fin de compte, d'une personne à l'autre et d'un deuil à l'autre. Et on ne peut pas dire qu'il y aurait une règle de comportement à adopter oui, par rapport à ça. Je crois que chacun va trouver sa solution. Là, vraiment, il y a des choses très, très différentes. Vous voyez, il y a le pardon, il y a la pseudo-sanctification, comme vous dites. Il y a aussi le détachement presque par dégoût, parfois, de dire, bon, bah, tant oui. mieux. J'ai entendu dire des personnes, il est décédé, bah, tant mieux, c'est bien fait pour lui. J'ai entendu des personnes dire c'est violent, mais chacun trouve sa solution. Oui, tout à fait, oui. Ma foi, Chaque deuil est unique finalement. et oui, et puis la relation, oui, chaque deuil est unique, ça c'est sûr, et puis même s'il y a des traits communs, et surtout, chacun va trouver sa solution pour évacuer le contentieux quand il y en a. Oui. Et ça fait partie aussi du deuil de prendre du recul par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport au... Bon, des fois, les personnes n'étaient pas super sympas ou effectivement, il y avait de la maltraitance ou psychologique ou physique, hein. Mais Mhm. vous parlez dans votre livre, alors il y a la troisième partie où vous parlez des deuils un peu spéciaux, on va y revenir, mais les personnes qui ont vécu, enfin qui vivent un deuil comme par exemple les attentats. Malheureusement, on a eu beaucoup, beaucoup d'attentats en France, hein. Donc, là, c'est un deuil quand même, alors spécial. Non, on va pas dire que c'est spécial, mais il y a cette composante, on va dire, je peux pas dire, c'est difficile, un attentat avec tout ce que je pense au Bataclan, hein, en particulier. Comment peut-on se reconstruire après une chose pareille? Alors, il y a une composante effectivement collective. Oui, C'est-à-dire que en parallèle, dans une telle situation, il y a un deuil collectif et il y a un deuil personnel, individuel, qui ne se rencontrent pas forcément. Euh, et le deuil personnel suit son cours comme presque n'importe quel autre deuil, avec ceci de particulier toutefois, il y a la notion d'absurde et d'injustice. oui, Donc, il y a souvent il y a une forme de colère qui est assez présente quand même, parce que c'est tellement absurde et c'est tellement injuste que ces deux sentiments prennent le pas sur souvent d'autres choses et permettent aussi de tenir debout, hein, parce que la colère, lorsqu'elle n'est pas destructrice, elle est utile, c'est un instrument qui nous oui, permet de nous tenir debout pendant un certain temps. Le deuil collectif, ça veut dire que on peut avoir l'impression que notre deuil ne nous appartient pas à 100%, parce que le deuil collectif occupe beaucoup de place. Il y a des interviews, il y a des photos qui sont partagées, il y a des considérations, des commentaires, des analyses, des débats. Euh, et donc, la personne se trouve au milieu d'un espèce de groupe de parole sans l'avoir voulu, même s'il ne prend pas la parole, se trouve au milieu d'un sorte de groupe, d'une voilà, révolution quelque part, c'est révolutionnaire, hein, ouais, donc. ouais. Et souvent, à ce moment-là, il y a alors, il peut y avoir aussi une solidarité entre les victimes, puisqu'il y a plusieurs victimes normalement en même temps, disons. Donc, il y a une solidarité, mais la personne se dit, je suis pas seule, mais en même temps, je suis seule quand même. Vous voyez, parce que de toute façon, face au Oui, deuil, dans le deuil individuel, bah, c'est entre moi et lui ou elle. oui, C'est entre deux personnes. Et là, qu'il y en ait, malheureusement, enfin, euh, 150 autres qui soient décédés, ça ne change pas le fait que ben, la personne vit un deuil tel quel, tel quel. Donc, il peut y avoir une, disons, une sensation plus ou moins agréable ou
aidante, étayante Oui, de solidarité dans des échanges. Tout le monde ne va pas le vouloir. Là aussi, chacun va réagir différemment. Certains vont rechercher le contact avec les parents des autres victimes et d'autres pas. Parce que voilà, chacun a son ressenti et vit les choses de façon différente. Des fois, il y a des associations qui se créent aussi en soutien aux victimes. oui, Souvent, il faut essayer de comprendre aussi. Souvent, il faut essayer de comprendre, c'est-à-dire l'événement, pourquoi ça s'est passé, ou alors les accidents d'avion dans oui, les oui, attentats qui sont survenus dans l'aéronautique. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens veulent savoir. Savoir, ça, c'est important aussi. oui, oui, oui. Savoir qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Il y a deux choses. C'est qu'est-ce qui s'est passé vraiment et pourquoi. Pourquoi? Oui, c'est ça, oui, c'est Et ça. pourquoi aussi. Non. Eh oui, Oui. parce que on a besoin de donner un minimum de sens quand même à un Oui, tel et puis sentiment. oui, comprendre ce qui s'est passé, ça c'est vrai que souvent on le voit hein, ou des accidents, enfin ou des accidents de la route. Enfin, vous avez des gens, ils se disent Mm. mais pourquoi, comment ça a pu se passer, comment, mais comment? C'est les interrogations. C'est pour ça que parfois certains, il y a aussi, ils intentent des procès ou des choses comme ça. Ça fait peut-être aussi vivre encore la personne et puis peut-être donner un sens Mm. au pourquoi c'est arrivé. Ça, c'est juste. Oui, C'est très. Le deuil, c'est quelque chose de. C'est un monde vraiment totalement à part. Hein. oui, Finalement, oui. c'est vraiment un monde. C'est vrai Mm. que ça nous permet aussi de grandir dans la mesure où vous l'avez dit tout à l'heure. Au départ, on se dit c'est pas possible. Je pourrais pas survivre à ça. Je le dis tout le temps à ma fille. Je lui dis mais je te jure qu'aujourd'hui tu penses que tu ne peux pas survivre, mais tu vas voir que tu vas y arriver. Oui, on est dubitatif. Et puis plus Mm. le temps passe, plus les jours passent, plus on se Mm. rend compte, ah bah, j'ai fait ci, puis j'ai fait ça, et puis je suis toujours debout, et on se rend compte qu'on a des capacités, comme vous disiez, on n'était même pas, la plupart du temps, on se disait, mais c'est pas possible que j'ai réussi à faire tout ça alors que j'étais en deuil. Et finalement, c'est là où le deuil devient un élément positif, entre guillemets, on va dire, ça nous a permis de nous révéler à nous-mêmes, hein, ça c'est sûr. Alors, je voudrais aborder avec vous aussi les deuils. Il y a des deuils quand même pathologiques. Est-ce qu'on peut parler de deuil pathologique de gens qui sont toujours en deuil? Moi, j'en connais, hein, franchement, qui ne sortent pas de ça. Et ça fait des années, des années, des années. Alors, moi, je ne dis rien, bien sûr, mais je me rends compte qu'ils sont toujours là, ils en sont toujours là, et ça n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que, il y a pas moyen de sortir de ce magma de souffrance? Mhm. Ce sont des deuils qui, disons, on peut dire, sont vécus de façon pathologique. On va dire Oui, ça comme ça. Plutôt. Des deuils longs, des deuils très longs, oui, par exemple, même si tout deuil est long, enfin, on le porte toute notre oui, vie, oui. mais vécu de façon pathologique. Qu'est-ce qui fait que ça se passe? Eh bien, il faut regarder bien avant le deuil. Bien avant. Tout ça, enfin, c'est inscrit dans la façon dont la personne fonctionne. Par exemple, une personne qui est en dépendance affective, qui avait un lien particulier avec l'autre. Souvent, par exemple, dans des cas où il y avait des difficultés relationnelles antécédentes, ou alors au contraire, il y avait une relation fusionnelle, totalement fusionnelle. Mais ça veut rien dire parce que j'ai vu des filles perdre leur mère et qui avaient une relation fusionnelle avec la mère, et puis en fin de compte, c'est très bien passé après. Oui. Donc, bon. Euh, Il n'y a pas mais de truc établi, quoi. Il n'y a pas de règle mais, établie. oui, mais Voilà. vice-versa, Oui. voilà. Et c'est la façon dont la personne fonctionne déjà avant le deuil, voyez, qui fait qu'elle va avoir cette fragilité et tomber éventuellement dans la nostalgie pathologique, dans la mélancolie, euh, dans les réminiscences et les ruminations surtout aussi, et s'installer dans la tristesse comme si au fond c'était plus confortable que d'avancer. Oui. Euh, C'est-à-dire que rester aussi dans cette tristesse, euh, ça n'oblige pas à créer quelque chose de nouveau. Des personnes qui croient qu'elles n'ont pas la capacité, souvent des personnes qui croient vraiment très peu en elles, qui ne pensent pas que elles pourraient faire autre chose que d'être tristes, en fin de compte. Elles ne savent pas quoi faire d'autre. Oui. Euh,
s'accroche aussi, s'accrocher. C'est ne pas accepter le décès également, hein. C'est une façon de dénier la réalité Oui, de la vie et de la mort, hein. Voyez? oui, Ouais. Ces personnes-là ont besoin d'être accompagnées, évidemment, plus bien que sûr, tout oui. autre, hein, pour justement parvenir à exister aussi par elles-mêmes. C'est comme si elles n'existaient pas par elles-mêmes, hein. Oui, Donc c'est c'est ça, oui, c'est ça. Oui, tout à fait, une oui. fragilité avant, oui. Mm. Alors, vous parlez aussi dans votre livre des pertes, parce que le deuil, c'est évidemment en premier lieu les personnes, enfin les êtres chers qui décèdent, mais aussi on fait le deuil d'une relation, on fait le deuil d'un travail, on fait le deuil. Alors, comment c'est pareil? Moi, je sais, j'ai lu votre livre. Alors, je remontre votre livre hein, parce que, voilà. Hein, vous voyez, hein, regardez bien, j'ai tout bien lu. Hein. J'ai eu du mal, hein, j'avoue que j'ai eu du mal à faire. Il est tellement riche, hein, il est tellement riche, il parle de tellement. Et c'est très bien écrit, hein, bravo. Je suis très sensible, moi, à l'écriture. Et vraiment, il est très bien écrit. Il y a des petits résumés de chaque chose, de chaque chapitre. Alors, le remets. Là, c'est le soleil du Portugal qui arrive et qui met un peu. Voilà, je vais mettre de l'autre côté. Le chemin du deuil, comment survivre et vivre. Alors, Pascal, comment on fait la perte bon, d'un travail, d'une relation, bon, dans les cas de divorce. Alors, comment ça se passe? C'est pareil qu'un deuil d'un être cher? Non, c'est pas vraiment pareil, mais il y a des similitudes quand même. Alors en ce qui concerne le deuil d'une relation, ça veut dire laisser partir quelqu'un. Et là, Oui, c'est vrai qu'il y a une similitude avec le décès aussi, parce que si vraiment, dans le cas du divorce, surtout il n'y a pas d'enfant ou de biens en commun, ça veut dire que cette personne vraiment, les deux chemins vont diverger à partir d'un certain moment, et donc on n'aura peut-être plus de nouvelles du tout de cette personne. Il ou elle va vivre sa vie, nous, la nôtre. Et donc, ça veut dire accepter de laisser partir l'autre. Et c'est accepter que le lien se délite complètement. Donc, il y a une acceptation qui est nécessaire. Et dans ce sens-là, ça s'apparente au deuil. oui, En ce qui concerne le deuil d'un travail, là, c'est différent parce on est tout seul entre soi et soi. Vous voyez, il n'y a pas oui, vraiment oui, l'autre, la perte d'un être humain, soit par décès, soit par éloignement. Et là, par contre, il y a un effet miroir, c'est-à-dire que c'est l'estime de soi qui est en jeu souvent. L'estime de soi, la confiance en soi, parce que perdre un travail, automatiquement, on se dit, on cherche des causes et des culpabilités, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. C'est le focus régulateur, on oui, appelle ça en oui, psychologie, qui est externe ou interne. C'est-à-dire on justifie des événements par un raisonnement qui attribue la cause soit par des causes externes, soit des causes internes. Et on se débrouille avec soi. Des fois, on mélange les deux. C'est-à-dire, ah oui, bon, ben, ça s'est mal passé parce qu'il y avait un contexte défavorable, etc. Mais en même temps, moi, j'aurais pu faire mieux, etc. Ce sont des expériences. On dit toujours que l'échec permet de réussir d'autres choses derrière. oui, Voyez. Et ça, c'est vrai depuis le départ, hein. Depuis le moment où le jeune enfant, on va dire, met les pieds par terre, et peut-être même avant, euh, le fait de ne pas réussir à faire des choses, c'est ça qui va lui apprendre à faire d'autres choses. oui, c'est ça, On va oui, tout à refaire fait, les oui, mêmes choses, oui, mais mieux, bien. mieux, oui, Et si on n'avait pas l'expérience de l'échec, on serait des légumes oui, dans la vie, hein. oui. On ne saurait rien faire. Oui. C'est parce qu'il y a des échecs, c'est parce qu'on tombe qu'on se relève. C'est grâce Qu'on aux sait échecs marcher. qu'on se relève, oui. C'est parce qu'on tombe qu'on s'aime, qu'on Oui, apprend à marcher. oui, C'est oui, parce qu'on se sent en déséquilibre qu'on apprend à être en équilibre. Là, je pense au petit enfant qui apprend oui, à marcher. Et ça vaut pour toutes les expériences. Donc, il faut bien avoir à l'esprit ce mécanisme humain, oui, pas seulement d'ailleurs, puisque ça vaut pour les animaux également, hein, bien sûr. C'est de dire, il y a un apprentissage. Donc, donc l'expérience va apprendre et l'échec aussi. L'échec, je dis pas que après ce soit agréable d'avoir des échecs à l'âge adulte et voilà, de se prendre des murs dans la figure, mais euh, par des insuccès, bon, il faut aussi se connaître, bien se connaître en fin de compte. C'est important de bien se connaître dans la vie, de connaître ses limites et ses capacités, vous voyez, d'avoir cet équilibre-là. Je sais que je suis capable de ça parce que vraiment, là,
par nature, ça me oui, vient. Je sais que là, je suis un peu moins capable. Alors, je peux apprendre, je peux éventuellement m'améliorer, apprendre tout ça, mais bon, et il faut connaître ses capacités, ses limites, bien se connaître, de sorte de ne pas se mettre en échec continuellement. tout à fait, oui, tout Ça à aussi, fait, c'est oui, complètement inutile. Ça aussi, c'est oui, complètement inutile, ça ne sert à rien. Il faut aller vers des choses qu'on sait faire pour justement que ça serve à ensuite faire des choses qu'on sait moins bien faire, mais qu'on va apprendre à faire. oui, oui, c'est Voilà. ça, bah oui, bah oui, bah oui. L'échec est Alors, utile, mais faut pas, c'est pas non plus la peine d'enchaîner les échecs comme on enfile des perles. bah c'est, Ça ne fera jamais un beau collier. oui, non, non, ça fait pas un beau collier. Ça fait un beau collier si d'échecs, hein. Mais c'est ça, c'est toujours l'estime de soi et la confiance en soi. Quand ça manque, eh ben, le reste ne suit pas. Alors, il y a un point que je n'ai pas abordé avec vous, c'est par rapport aux êtres chers qui s'en vont, c'est que souvent, moi j'ai interviewé pas mal de personnes là-dessus, c'est sur les messages ou comment dire, les défunts qui nous envoient des signes, les signes des défunts. Ça peut aider. Alors, vrai ou faux, on n'entre pas en polémique, ça c'est encore une autre chose. Mais vous dites dans votre livre, c'est vrai que parfois, hein, on sent la présence ou on pense qu'on sent la présence, on s'en fiche si c'est vrai ou pas finalement, mais on le sent. Ça aide. Oui, ça aide. Ça aide parce que même les personnes non croyantes, hein, parce que c'est là Oui, le paradoxe. oui, C'est-à-dire que ça arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, même des personnes qui ne pratiquent aucune religion, par exemple, ou qui n'ont pas de croyances spécifiques dans ce domaine. Euh, donc, pour dire comme c'est fort, comme c'est puissant, hein, oui, ce genre d'expérience, ben, ça aide. Oui, puisque ça maintient. C'est comme si le lien devenait concret. C'est comme oui, si, ah, tiens, voilà, tac, la preuve du lien. Vous voyez? Euh, alors, des fois, ça peut faire peur, certaines personnes aussi, ça peut leur faire peur. Ou alors, je pense que simplement, il faut l'accepter, c'est-à-dire que cela arrive à beaucoup de personnes, comme je l'ai dit, et ce sont souvent des choses, en fin de compte, sympathiques, hein, vous voyez, oui, ce sont des choses assez bucoliques ou sympathiques, ce n'est jamais quelque chose c'est rarement, enfin, quelque chose d'un peu vécu comme agressif, ou non, c'est une façon, certainement, au-delà du fait que cela puisse avoir une réalité, voilà, dans le monde que nous connaissons. Au-delà de ça, c'est de toute façon notre psychisme s'arrange pour nous donner des opportunités de mieux être. oui, c'est ça, oui, finalement. Et notre psychisme, notre inconscient aussi, euh, savent cueillir ou fabriquer ou arranger ou cueillir, hein, parce que souvent ce sont des choses qu'on voit dans la réalité, et telle chose, et là c'est concret, euh, et on l'interprète de telle façon. Voilà. Et le fait de l'interpréter, ça veut dire que ça nous fait du bien de l'interpréter comme ça, en fin de compte. Bah, Oui. bah oui, tout ce qui peut nous faire du bien dans ces moments-là, bah, il faut prendre, hein. Oui, mais ça, il faut en parler. Effectivement, j'en ai parlé dans le livre, il faut en parler puisque presque tout le monde le vit. Donc, c'est pas la peine de faire semblant que ça n'existe pas. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai interviewé deux, trois personnes qui précisément font des études. Je ne sais pas si vous connaissez Evelyne Elsa Esser, bon, qui travaille avec des Anglais. Je crois que c'est Cambridge, et qui vraiment toutes les manifestations, on va dire, de défunts qui peuvent survenir. Bon, bah, après leur décès, c'est vraiment, et ça aide, ça peut aider. Alors, écoutez, pour terminer, parce que je vous dis, il y a tellement, et c'est un livre extrêmement riche, et pour toutes les personnes qui vivent un deuil ou qui ont vécu un deuil, eh bien, on se retrouve. Il y a beaucoup d'exemples, les petits résumés, comme j'ai dit, voilà. Alors, c'est pas il faut faire, parce que je dis la tribu des il faut et des yaka, c'est bien gentil, mais ça vraiment, ça n'aide pas beaucoup. Non, voilà, se rappeler des choses, des exemples de vos clients, hein, aux patients de vos clients, et puis c'est du vécu. Enfin, moi, il est très authentique. Voilà, le mot que je cherchais, il est très très authentique. Vous parlez avec le cœur. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est ce qui fait la différence entre un livre théorique et un livre passionnant pour moi et pour mes lecteurs, enfin, et les personnes qui vont voir sur YouTube.
ce qui rend votre livre passionnant, c'est qu'il est authentique et écrit avec le cœur. Est-ce que je me trompe? Écoutez, vous ne pouviez pas me faire un compliment plus agréable. Eh ben, écoutez, c'est sincère parce que vraiment, j'ai été très émue par beaucoup d'exemples que vous donnez. D'ailleurs, les larmes me viennent, donc c'est encore. Finalement, le deuil n'est pas fini. Et je vous recommande ce livre. Ah ben, je le mets de l'autre côté. Je ne sais pas, vous êtes en Italie, vous, hein, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Oui. Et alors, je ne sais pas s'il y a du soleil chez vous, mais chez nous, il y a beaucoup de soleil à Lisbonne. Alors, le chemin du deuil, comment survivre et vivre. Je vous remercie infiniment, Pascal. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui vont vous voir par rapport au deuil pour terminer? Eh bien, que bien que ne les connaissant pas chacune individuellement, j'ai la conviction, parce que mon travail m'y amène, j'ai la conviction que chacune de ces personnes a beaucoup plus de ressources qu'elle ne pense. Et là, je jette petite graine qui doit germer et grandir. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment. Hein, c'était vraiment très intéressant, passionnant et surtout, c'est d'actualité puisque demain, nous allons honorer nos morts. Alors, c'est tout à fait d'actualité. À très bientôt. Je vous remercie. J'espère, peut-être un prochain livre. À très bientôt. Merci beaucoup.